Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser au Nouvel Empire. Cet épisode va être beaucoup plus long que les précédents parce que le Nouvel Empire c'est quelque chose qui a énormément intéressé les historiens. Donc n'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière si vous avez des questions. Aussi les commentaires sont ouverts et sont là pour ça. Pour nous situer tout d'abord dans ce Nouvel Empire, sachez qu'il a daté de 1550 à 1069 avant notre ère. On est ici sur environ 500 ans où des pharaons sont assez connus. On peut parler d'Amenophis, de la dynastie bien sûr des Ramsès, de Thoutmosis, puis par la suite d'Akhenaton et de Toutankhamon. C'est une période aussi où l'Égypte est unifiée, vous avez une prospérité donc qui est économique. Malgré cela, l'Égypte continue à s'étendre, notamment pour se défendre et pour se protéger des peuples extérieurs. Vous avez la bataille de Kadesh sous Ramsès II, qui est une des premières batailles détaillées de l'histoire. Ce nouvel empire commence avec l'avènement d'une nouvelle dynastie, la 18e dynastie. Donc c'est une période de conquête avec une apogée géopolitique de cette dynastie. On a tout d'abord Ahmosis, considéré comme le sauveur de l'unité égyptienne, qui va engager une réorganisation de l'administration. Il engagera aussi de nombreuses restaurations, notamment à Ptah et à Memphis. Malheureusement, assez peu de ces restaurations nous sont parvenues. On peut noter que sous son règne, les femmes vont être mises en avant, avec ce qu'on appelle les trois grandes dames de la cour, la reine mère, ainsi que sa sœur, qui est aussi son épouse. Elle se nommait Ahmosis Nefertari, elle a vécu jusqu'au premier Thoutmosis. À la suite d'Ahmosis, vous avez le règne d'Amenhotep Ier, c'est un règne assez calme, avec une expédition quand même contre les Nubiens, mais rien de bien notable de ce côté-là. Par la suite, donc Thoutmosis Ier arrive, ce n'est pas le fils d'Amenhotep Ier, mais il fait partie d'une branche cadette. Il épouse la sœur d'Amenhotep pour légitimer son pouvoir, met en place de nombreuses activités militaires, et finira enterré dans la vallée des rois. À sa suite, vous allez avoir Thoutmosis II, qui lui a un règne assez court de quelques années, puis Thoutmosis III, qui doit succéder, mais il est trop jeune. Donc sa mère, Hatshepsut, va prendre le pouvoir. La situation est assez peu claire, il n'aura fait que 5-6 ans en tant que roi, mais sa belle-mère se fait couronner et prend sa place sur le trône. Thoutmosis Ier l'aurait soi-disant associée au trône d'après la volonté d'Amon. Elle dispose en plus de ça d'un appui important du grand prêtre d'Amon, Apu-Seneb. Elle a donc toutes les cartes en main pour régner. Son règne sera architectural, on peut nommer la chapelle rouge qui a été mise en place à Karnak, le temple de Deir el-Bahari à côté du temple de Montuhotep II qui avait unifié l'Égypte. On a ici une volonté en fait de se rappeler et de se remémorer à la mémoire des ancêtres qui ont réunifié l'Égypte et donc de se présenter à la succession de ses pouvoirs forts. Ce temple est un hémispéos, c'est-à-dire un saint des saints. Son règne est appuyé sur des personnalités importantes. On peut parler ici du grand prêtre d'Amon, Apu-Seneb, mais aussi du vizir petit-fils d'Imhotep, c'est-à-dire le vizir de Thoutmosis Ier, qui apporte son soutien à la souveraine. Sa momie a été trouvée par Carter en 1903. Je ferai sûrement une vidéo sur Carter parce qu'il a découvert énormément de choses. C'est celui qui a développé le mythe de l'archéologue en Égypte. Donc Carter en 1903 découvre une tombe dans la vallée des rois, sans aucun ornement, sans rien. Ce n'est qu'en 2007, grâce au progrès de la science, qu'on arrive à définir que c'est celle d'Hatshepsut. La momie a été cachée par les prêtres d'Amon, sûrement lors des 20e et 21e dynasties, et ce afin d'éviter les pillages. L'Égypte qu'elle va laisser à Thoutmosis III est une Égypte riche en monuments et assez prospère. Thoutmosis III donc finalement finit par arriver sur le trône, il effectuera 17 campagnes en Asie, il aura le royaume de Mitanni qui se fera menaçant, qui sont considérés comme les maîtres de l'Euphrate, plus vous allez avoir la ville de Tyr qui va commencer à se rebeller, donc vous allez avoir une domination militaire de Thoutmosis qui va créer un empire. La Syrie ainsi que la région de Babylone vont se soumettre à cet empire en lui envoyant des tribus à Thoutmosis III. De par ses conquêtes, l'Égypte fait peur à ses voisins, et ça c'est très important, parce que de ces conquêtes, vous allez avoir une pérennité des routes commerciales. En plus de ça, d'un point de vue administratif, tous les territoires qu'il aura conquis, il les divisera en districts dans lesquels il mettra en place un impôt. Thoutmosis III reste assez peu présent sur le plan intérieur, c'est son vizir ainsi que son neveu qui se chargeront de gérer le royaume en son absence. On passe par la suite à Amenhotep II, c'est le fils de Thoutmosis III, il est associé directement au pouvoir, c'est un pharaon sportif qui construit son corps, d'après les renseignements que j'ai pu trouver. Il est aussi
considéré comme un grand guerrier. À la suite de ce dernier, vous allez avoir Thoutmôsis IV, c'est le fils d'Amenhotep II. Il a un règne court, 9 ans et assez calme. Il va se marier avec une princesse de Mitanni, donc ça c'est des mariages qui vont se répercuter au fil des siècles, et c'est des mariages notamment politiques et diplomatiques. Amenhotep III, quant à lui, arrive au pouvoir, il régnera 38 ans, c'est l'apogée de la 18e dynastie. L'empire est puissant autant d'un point de vue économique que d'un point de vue spirituel. On a des traces notamment de sa femme, la reine Tiye, qui serait une femme de caractère et associée aux faits et gestes de son mari. Les colosses de Memnon seraient les représentations de ces deux souverains. Durant son règne, le pouvoir de Thèbes devient de plus en plus influent et important. Les grands prêtres d'Amon continuent à s'enrichir et gagnent du pouvoir. Enfin, Amenhotep III développera d'un point de vue architectural la cité de Luxor. À sa suite viendra Amenhotep IV, dit Akhenaton, c'est le fils du précédent. Il épousera sa cousine, Néfertari. Il a de nombreuses titulatures, fils de Ré, dieu régent de Thèbes, Horus d'Or, roi de Haute et de Basse-Égypte. Il remplace Amon à Thèbes et Ré à Héliopolis par Aton, le dieu du disque solaire. On a ici une volonté de se démarquer de ses prédécesseurs. Sa nouvelle capitale sera Akhenaton, abandonnée après le règne du souverain. Il déplacera sa cour, ses artisans ainsi que la famille royale. Il essayera de mettre en place une révolution dans l'art. Sous son règne, les visages vont s'allonger, les formes du corps sont plus stylisées et le ventre est plus rebondi. On a à contre-pied de l'art de base égyptien. Il devra faire face à de nombreuses invasions extérieures et on peut noter qu'il est très mal vu, notamment sous le règne des différents Ramsès. Vous saurez que Akhenaton, c'est en fait Amenhotep IV. À la suite de ce dernier viendra Toutankhamon, né Toutankhaton, mais qui changera de nom, c'est le fils d'Amenhotep IV et de Kia, une de ses concubines. Il restaurera le culte d'Amon, c'est pour ça que son nom est devenu Toutankhamon. Il remettra la capitale royale à Memphis. Akhenaton, la cité, n'aura vraiment eu d'impact que durant le règne du souverain du même nom. D'un point de vue physique, Toutankhamon a eu des problèmes de santé. Une béquille notamment qui est présente dans sa tombe. D'après les dernières études médicales, de nos jours en tout cas, eh bien on suppose qu'il aurait succombé à une nécrose des os. Son règne est court, mais sa tombe est très riche et surtout papier. C'est pour ça que ce souverain a laissé une grande trace dans le monde aujourd'hui. On a ici 3 cercueils, avec le dernier qui possède un masque en or, visage représentatif pour la plupart des personnes du XXIe siècle, même du XXe siècle, de l'Égypte pharaonique. Le fait que cette tombe n'ait pas été pillée, ça nous laisse réellement des vraies traces. Et surtout, ça a fait un esclandre d'un point de vue médiatique lorsqu'elle a été trouvée. Ça explique pourquoi aujourd'hui, Toutankhamon, lorsqu'on en parle, tout le monde sait plus ou moins qui c'est. Pour faire une liste un peu exhaustive de ce qu'il y avait dans ce tombeau, vous avez 143 bijoux en or, un char, 2 statues, de splendides coffres en bois. On dénote pas moins de 1300 kilos d'or dans l'ensemble de ces chapelles funéraires, ce qui est énorme. La chambre de trésor et des annexes comportaient des lits, des chaises, des banquettes, des poteries, des statuettes. Il a été enterré à la hâte. On usurpera certaines, notamment de ses constructions, en regravant son nom par-dessus. Le nom chez les Égyptiens, j'en profite pour vous en parler, c'est ce qu'on nomme le Ka. Le Ka, c'est quelque chose qui, comme le bas c'est l'âme, fait partie de l'être. Et si vous voulez usurper le nom d'un Égyptien, encore plus d'un pharaon, c'est totalement immoral, parce que si son Ka est usurpé, eh bien son bas ne trouvera pas le repos. À la suite de Toutankhamon viendra Haï. Haï, c'est une personnalité importante de la cour du précédent souverain. Il a été 4 ans pharaon, il épousera la femme de Toutankhamon, ce notamment pour préserver la légitimité qu'il aura sur le trône. Par la suite viendra Horemheb, un haut dignitaire militaire qui a grimpé la hiérarchie sociale. Il va écarter le fils de Haï, il va rester 27 ans sur le trône. Son but ce sera de restaurer la politique égyptienne. Il continuera la restauration entamée et mise en place par l'enfant roi. Il établira de nombreuses constructions à Karnak. De nombreux temples seront donc restaurés sous son règne et l'Égypte aura une économie assez prospère. Les temples funéraires usurpés à Haï et usurpés à Toutankhamon seront notamment pris par Horemheb. Sous son règne, la justice est très importante, c'est néanmoins un règne de transition entre la 18e et la 19e dynastie. Bien, on a fait une dynastie, il nous en reste 2. Je vous ai dit que cette vidéo allait être longue, donc si vous voulez faire une pause, c'est maintenant, et puis revenez juste après.
On passe maintenant aux Ramessides, c'est-à-dire tout simplement la dynastie des Ramsès, qui se situe entre 1291 et 1069 et font partie des 19e et 20e dynasties. Ces dynasties s'étalent de Ramsès Ier à Ramsès XXI. Le vizir d'Horemheb, le dernier souverain, se nomme Paramessou. C'est le fils d'un dénommé Séti, un fonctionnaire dans les archers. Il est désigné à la mort du dernier pharaon comme son successeur. Son fils va être le futur Séti Ier. A noter qu'il a déjà un fils du temps du règne d'Horemheb lorsqu'il n'était que vizir. En 1291, Paramessou devient Ramsès. Règne court car âgé, mais son fils reste attaché au trône, donc ça montre qu'il va y avoir une succession. Son centre sera à Memphis, ce sera le grand centre du pays. Il se rapproche ici des origines et veut aussi se rapprocher de l'Asie. Séti Ier, nommé le taureau puissant qui apparaît à Thèbes et unifie les deux terres, ou Séti Ebedopta pour les intimes, reprend en main les événements qui ont lieu en Asie, notamment les problèmes avec les envahisseurs extérieurs. Il effectuera de nombreuses victoires et sera surnommé le soleil des neuf arcs. La frontière sera affirmée avec notamment les Hittites et les Libyens sous son règne. A noter qu'il mettra en place de grandes constructions à Karnak, notamment le temple des millions d'années, ainsi que l'Osirion, qui est le premier décor astronomique avec les constellations qui y sont représentées. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de regarder les vidéos sur les mythologies égyptiennes que j'ai faites jusqu'à présent, où je parle justement de pourquoi est-ce que les Égyptiens s'y connaissaient autant en ce qui concerne les constellations. Ramsès II arrive au pouvoir vers 1279 jusqu'à 1212. Son règne est très très long, c'est le règne le plus long en fait de la dynastie. Il est associé au trône par son père. On note des traces architecturales indélébiles de son règne, près de 67 ans de règne. C'est une nouvelle ère et l'apogée pour l'Égypte antique d'après la plupart des historiens. À 20 ans, il a une carrière politique à l'égyptienne, de nombreuses victoires militaires ainsi que des constructions architecturales. Néfertari et son épouse, ainsi que Isinofret, une asiatique avec qui il entretient des liens forts. Je vous rappelle bien sûr qu'une partie des mariages était tout simplement effectuée pour les relations diplomatiques de l'époque. La bataille de Kadesh se fait sous son règne, c'est une des batailles les plus relatées du monde antique, c'est la première bataille détaillée, elle est relatée dans le poème de Pentahour. Ramsès combat les Hittites, il mettra en place un traité de paix lors de sa 21e année de règne, et par la suite il se mariera avec 2 princesses hittites. Parmi ses grandes épouses, parce qu'il y en a énormément, on peut noter Néfertari, Isinofret, Ethmiré, sa sœur, Mator-Néferouri, une fille de l'empereur hittite, Bentonat, sa propre fille, ainsi que près de 200 concubines. On lui dénote 110 enfants. 110 enfants dont on connaît le nom. La plupart, on imagine qu'il a pu avoir des enfants avec certaines d'autres de ses concubines, mais aucune trace ne l'atteste. C'était un homme qu'on considérait comme plein de vitalité, et je vous laisserai débattre là-dessus dans les commentaires. On lui trouve une affection pour Néfertari, avec qui il aura quelques enfants, dont une fille, Mergaton, qu'il épousera également. Alors oui, il a épousé plusieurs de ses filles qu'il a eues avec ses premières femmes. Néfertari, la femme avec laquelle il avait le plus d'affection, finira par décéder au bout de 24 années de règne, et elle reposera dans la vallée de la reine. Isis-Nofret prend le relais, il a un fils avec elle, Kamouaset, le 11e fils. Il aura de nombreuses fonctions politiques et administratives et sera chargé du clergé de Ptah. En l'an 52, c'est la mort du fils aîné, Amon Erkepechef, et le fils que j'ai cité plus tôt, le 11e fils, sera donc le fils héritier. Finalement,